L'astrologie, est-ce que c'est juste une superstition ou est-ce que ça cache quelque chose de plus profond, un véritable langage pour l'âme? C'est une question qui fascine depuis la nuit des temps et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Que tout est parti, le fleuve une fois traversé. C'est une phrase de Marguerite Duras. C'est poétique, un peu mystérieux, hein. Elle parle de ce moment, ce point de non-retour, où une fois qu'on a franchi une étape importante dans la vie, eh bien plus rien n'est comme avant. Tout bascule. Et ce fleuve, finalement, c'est une métaphore de la vie, non? On le traverse tous. La grande question, c'est comment on fait pour naviguer? Comment trouver son chemin? Eh bien, pour certains, la réponse n'est pas sur Terre, mais dans le ciel. Ils lèvent les yeux vers les étoiles, en quête de sens, d'une direction. Alors, justement, commençons par là, par cette idée que l'astrologie peut être une sorte de boussole personnelle, un outil pour tracer la carte de sa propre vie. Oui, parce que, soyons clairs, on est bien loin de l'horoscope qu'on lit et la va-vite dans les magazines. Non, ici, on parle de l'astrologie comme d'un miroir, un outil d'introspection. C'est l'idée de se pencher sur son thème de naissance, ce que certains appellent joliment le nombril astral, pour essayer de décrypter ce qui nous constitue au plus profond. Et pour que ce soit un peu plus concret, rien de tel qu'un exemple. On va s'intéresser au parcours d'une figure très connue de l'astrologie en France, Catherine Aubier. Son histoire, vous allez voir, elle illustre parfaitement cette quête de soi. Tout a commencé quand elle était adolescente. Imaginez la scène. Elle est à l'opéra. Elle assiste à Hérodiade et là, elle entend cette phrase. « Astres étincelants que l'infini promène ». Et là, bam, c'est le déclic, une véritable révélation. À ce moment-là, même si sa famille n'est pas du tout d'accord, elle se dit « c'est ça que je veux faire de ma vie, lire dans les étoiles ». Mais ce qui est fascinant, c'est que cette passion un peu brute, elle a su la structurer. Et ça, c'est grâce à des mentors, en particulier le grand André Barbeau. C'est lui qui lui a appris à faire le tri, à aller à l'essentiel, comme on dit. Et c'est comme ça qu'une vocation très personnelle s'est transformée en une véritable carrière. Elle est devenue cet auteur que beaucoup connaissent, qui a vraiment aidé à rendre l'astrologie plus accessible. Alors on est parti de soi, de l'individu. Maintenant, élargissons un peu le champ. Voyons comment ce langage des étoiles peut aussi nous éclairer sur nos relations, sur nos connexions avec les autres. En astrologie, pour penser la relation, il y a un concept clé, c'est l'axe relationnel. En gros, imaginez une ligne. D'à côté, vous avez la maison I, c'est le moi, notre identité, qui on est. Et à l'opposé, pile en face, la maison 7. Ça, c'est l'autre, le partenaire, l'associé, la personne en face de nous. Et toute la dynamique de nos interactions, de nos partenariats, de nos conflits aussi, eh bien tout ça se joue sur cet axe, entre le moi et l'autre. Ok, on a vu le soi, puis le rapport à l'autre. Maintenant, on va faire un zoom arrière encore plus grand. On passe à l'échelle mondiale. Comment est-ce que certains astrologues appliquent ces mêmes principes pour lire l'histoire du monde? Ça porte un nom, c'est l'astrologie mondiale. Le postulat de base, c'est que les grands cycles des planètes lointaines, les plus lentes, pensez à Saturne, Neptune, Pluton, eh bien leurs mouvements correspondraient à des tournants majeurs dans notre histoire, à des changements profonds dans la conscience collective. Regardez cet exemple, c'est assez parlant. Le cycle Saturne-Neptune, c'est un cycle d'environ 36 ans. En 1917, au moment de leur conjonction, c'est la révolution russe. En 1953, autre conjonction, c'est la fin de la guerre de Corée. Et en 1989, la plus récente, c'est la chute du mur de Berlin. À chaque fois, on observe des moments où de vieilles structures s'effondrent pour laisser place à de nouveaux idéaux ou peut-être à de nouvelles illusions. On peut aussi faire ça pour un événement très ponctuel. Là, on a le thème qui a été calculé pour le moment exact du séisme de Fukushima en 2011. Ce qui a frappé les astrologues, c'est un détail très précis. La position d'Uranus, qui est la planète des chocs, des ruptures brutales. Elle se trouvait au tout dernier degré du signe des Poissons, un point du zodiaque réputé pour être hyper instable, un point critique. Et un autre exemple de la même période, c'est le printemps arabe. Toute cette immense vague de soulèvement a démarré fin 2010. Et à ce moment-là, dans le ciel, Jupiter, la planète de l'expansion, et Uranus, celle de la révolte, étaient en train de se rejoindre. Pour les astrologues, c'était le symbole parfait d'un vent de changement et de soif de libération. Bon, on a vu l'individu, les relations, l'histoire mondiale, mais au fond, l'astrologie, c'est peut-être avant tout un immense langage symbolique. Et un langage, ça peut s'appliquer à plein de choses. Pas seulement aux gens ou aux événements, mais aussi aux créations culturelles, par exemple au cinéma. L'idée, ici, c'est vraiment de l'utiliser comme une grille de lecture. Si l'astrologie est une sorte de code, on peut essayer de s'en servir pour décrypter des histoires. L'approche est un peu particulière. On ne regarde pas le thème astral du réalisateur, non. On analyse le film lui-même pour voir comment l'œuvre en tant que telle incarne un archétype ou une symbolique astrologique.
Alors, pour faire ça, il faut trouver la bonne signature astrologique, ce qu'on appelle un aspect, c'est-à-dire une combinaison entre deux planètes. Prenons un exemple, l'aspect entre la Lune et Neptune. Symboliquement, ça touche à tout ce qui est flou, le rêve, l'intuition, l'illusion. Ça parle de cette frontière poreuse entre le réel et l'imaginaire, du monde de l'invisible, des esprits, une sorte de grande sensibilité psychique. Et maintenant, regardez comment ça colle parfaitement avec certains thrillers psychologiques. Prenez des films comme Prémonition ou Apparence. On retrouve exactement les thèmes de Lune-Neptune. Des personnages qui ont des visions, une confusion totale entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, des personnages qui se sentent possédés, un lien très fort avec des fantômes, et très souvent la présence de l'eau, voire de la noyade. C'est presque un cahier des charges. Voilà, on a fait un sacré tour d'horizon. Le soi, les autres, le monde, la culture. Maintenant, pour finir, ramenons tout ça à aujourd'hui et regardons ce qui se profile à l'horizon. 2026, voilà. Juste une date. Mais pour les astrologues qui étudient les cycles mondiaux, c'est une année charnière, une date à avoir en tête. Pourquoi ? Parce que c'est en 2026 qu'aura lieu la prochaine grande conjonction Saturne et Neptune. Vous vous souvenez ? C'est ce cycle qu'on a associé à la Révolution russe et à la chute du mur de Berlin. Sauf que cette fois, elle aura lieu dans le tout premier signe du zodiaque, le Bélier, qui est le signe de l'élan, du commencement. C'est donc la fin du cycle qui a démarré en 1989 et le début d'un chapitre complètement nouveau. Alors qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ? Les astrologues qui travaillent là-dessus évoquent plusieurs pistes, plusieurs thèmes possibles. On parle d'un possible réveil collectif après une longue période de flou, de la tentative de bâtir du neuf, de nouvelles structures, à partir d'idéaux très forts. Mais attention, ça pourrait aussi amener une grosse tension entre des rêves un peu fous et le mur de la réalité. Et peut-être aussi l'émergence de nouvelles figures, des pionniers dans le domaine spirituel ou artistique. Ce qui nous ramène à notre question de départ. Au fond, l'astrologie, c'est quoi ? Est-ce que c'est une sorte de grande horloge cosmique qui donne le tempo des civilisations ? Ou est-ce que, avec tous ces niveaux de lecture qu'on vient de voir, c'est avant tout un langage symbolique incroyablement riche pour essayer de sonder le mystère de l'âme ? La question reste ouverte.